Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour, merci en tout cas d'avoir accepté de nous accompagner tous les jours de 17h à 19h avec nos vraies voix du jour. Et vous au 0826 300 300, accompagné bien entendu de Monsieur Pullover, Philippe David. Mais pourquoi il n'est pas beau, mon Pullover? Si, il est beau. Ah, si, il est beau, il est très beau. Il y a marqué Giant dessus. C'est un cadeau non, aussi. Ah, c'est gant, pardon. G-A-N-T. Je savais que le mec il met je suis un géant. Non, c'est gant. Avance pas faire de pub pour les marques. Oui, c'est un cadeau. Un cadeau encore. Oui. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous faites des cadeaux en retour? Oui, mais bien sûr. Mais Et ça... on n'a pas le droit de savoir ce que c'est? Vous Écoutez, offrez quoi? De la lingerie? Il lui prête ses cadeaux en fait en échange. Ouais, Non, mais mais c'est franchement, un cadeau par semaine, dis Non, donc. c'est pas par Vous en avez beaucoup. Bientôt, on va passer aux sous-vêtements. Ouais. Ah, vous voulez voir? Non, surtout pas. Ah, ben si, justement, c'est un cadeau. Pourtant, Bah, vivre ça avec sera Philippe tellement- David, c'est pas un cadeau, maintenant. Ça c'est notre réalisateur qui commence à vanner. Moi qui croyais que vous n'aviez pas de sous-vêtements, je trouvais ça plutôt bien. Mais bon, Ah, mais si, mais je ne peux pas partir comme ça, Mais l'émission. je peux vous le prouver. Hein. Non, Si, ça elle peut ne peut partir pas. comme ça. Elle peut ça pas. peut Comment- même monter, François. Mais comment elle va atterrir alors? Cécile, vous voulez que je vous le prouve? Non, c'est absolument bon. pas. C'est bon, ça va. Non mais, Philippe non, mais Gerveux. c'était une Non, plaisanterie. parce qu'alors, ce serait olfactif. hein. Oh, je vous en prie. Françoise, le principe de cette émission, c'est que on sait jamais quand ça commence et on sait surtout pas quand ça Et finit. on ne sait pas comment ça se passe. surtout. C'est ça, et c'est un Ouais. petit peu le problème. En Ouais. attendant, les amis, on y va. Le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Elisabeth Borne laisse le champ libre à Gabriel Attal pour prendre la tête de Renaissance, le parti macroniste. Il n'y aura donc finalement pas de duel d'anciens premiers ministres. Ce n'est pas un retrait, selon Elisabeth Borne, mais un accord avec celui qui lui avait succédé à Matignon. Alors parlons vrai, est-ce que prendre la tête du parti est la rampe de lancement pour la présidentielle? Est-ce que le ralliement d'Elisabeth Borne est un signe que la candidature Attal est déjà actée? Et à cette question, Gabriel Attal est-il l'héritier naturel de Macron pour une candidature à la présidentielle? Vous dites oui, je le souhaite à 3%, oui, je le crains à 41%, non à 56%. Vous voulez réagir? Aude vous attend à 100% au 0826 300 300. Et à 18h30, vous le savez, le coup de projecteur des vraies voix. François Hollande, un député peu assidu depuis son élection à l'Assemblée nationale. L'ancien chef de l'État n'a voté qu'une seule fois en 3 mois et demi. À l'Assemblée comme au Parlement européen, les images de vote par des hémicycles quasi vides provoquent souvent la consternation. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut pénaliser les parlementaires qui ne votent pas suffisamment? Si oui, de quelle manière? Financière ou leur interdire par exemple de se représenter? Et à cette question, faut-il imposer un nombre minimal de votes aux parlementaires? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir? Tous vos votes seront pris en compte au 0826 300 300 et sur Twitter. Avec Philippe David, le nouveau dictateur. Soyez les bienvenus. Non, de toute façon, lui, tu sais, il interdit tout de se représenter, il vire tout le monde pour rien. Allez, on y va. Allez. Bienvenue à tous. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Un sage parmi les sages. Ou parmi les non-sages. Qui Ah, ça c'est espère une l'être. excellente. C'est pas au milieu de sages et moi-même je le suis très peu. Objectivement. Enfin, oui. C'est vrai, c'est vrai. Au royaume des aveugles, les bancs Voilà. sont rois, c'est bien connu. Et ben Bon. Françoise de Gaulle, Salut, c'est pareil. Loulou, Ça va Ouais, mon ouais. petit? Ça va très bien, je trouve que bon, on se calme là un peu. On non se calme, On on va se détend, on se calmer. détend. Et puis quelqu'un qu'on aime beaucoup, Ah bah oui. qui vient Et qui est de malheureusement retour. trop rarement. Frédéric Dabi est avec nous, directeur général de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir à vous, très content d'être On est parmi très vous, ouais. content de l'avoir. Il est toujours beau, Frédéric On Dabi. n'est jamais rien fond d'habit. Ouais. Ouais, non, il est. Ouais. Ouais. Il y avait un jeu de mots. Débit. Oui. Ah, très bien, d'accord, très bien. très Mais bien. on peut dire des Tout- inepties sur Bilger aussi. Non, non, mais On se permettrait non, pas. Philippe. Vous dites un Surtout nombre vous. de bêtises en On va moins de vite 5 retrouver. minutes, c'est Oui, quand même c'est assez vrai. dingue. Allez les Mais amis, après, ça va monter. j'espère. Je crains être en décalage un peu avec l'ambiance Non, parce survoltée, qu'il est mais hyper- je vais il est monter en hyper puissance. sérieux, Je il est vais hyper monter- sérieux. je vais monter en Vous puissance. inquiétez pas, vous c'est inquiétez pas. contagieux. Oui. Ouais, vous êtes Il y aura au moins 2 sérieux, Voilà. Fred et moi. Et si je peux en placer une, voilà. Kevin est avec nous de Bordeaux. Bonsoir Kevin. Bonsoir Bienvenue. Kevin. Bonsoir les vraies voix. Salut. On est très content de vous accueillir Kevin avec ce coup de gueule, le RN, une mascarade sociale, dites-vous. Bah oui, c'est une mascarade sociale, le RN, parce qu'en fait, ils avaient annoncé à leurs électeurs que ils allaient défendre le petit contre le gros, ils allaient défendre les travailleurs contre, entre guillemets, les feignasses de gauche, sous-entendu, hein, évidemment. Sauf qu'en fait, quand on regarde un peu de plus près leur vote à l'Assemblée nationale, là, lors de l'examen du budget, j'ai regardé un peu de près, et ils ont voté contre les augmentations d'impôts qui visent les plus riches, alors que c'est tout le contraire dans leur rhétorique. Ils ont voté contre l'augmentation de l'impôt sur la fortune,
contre la taxe sur les grands groupes du CAC 40, contre l'abrogation de la retraite à 64 ans. Alors en fait, voilà, je pense que le RN, c'est une vraie mascarade politique parce que ils disent aux petits, on va vous aider, on va vous défendre. Et quand on est dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale, ils font tout le contraire. Il a du punch, mais je crois que peut-être il n'a pas tort, dans la mesure où le RN est écartelé entre leur attitude un peu étrange à l'Assemblée nationale et ce qu'ils prennent, pardonnez-moi la familiarité, de la part de leurs électeurs quand ils retournent dans leur circonscription. Il paraît que c'est pas facile à gérer. Alors on a 30 secondes pour vous deux, allez-y. Je pense qu'effectivement, voilà, on revient à la doctrine initiale du RN et effectivement les masques tombent, mais c'est très bien. Je pense que c'est une période très compliquée aujourd'hui pour l'Assemblée nationale, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, je pense que c'est plus le reflet de la posture de retrait du RN qui laisse les deux autres blocs se déchirer, le bloc de gauche et le bloc central. N'oublions pas que le RN est devenu un parti de masse. C'est plus le RN jean-mariste qui aurait effectivement voter toutes ces propositions-là. Quand on a dans nos sondages, il faut fiducial pour Sud Radio et TF1 LCI, une majorité de retraités, enfin Bardella qui arrive en tête chez les retraités, 25% des cadres, c'est un RN qui n'est plus dans la même posture idéologique que par le passé, qui doit tenir compte de sa nouvelle base. Et ben voilà, en tout cas une réflexion très intéressante qui mérite débat, bien entendu. Merci Kevin. Et il a fait plus que 30 secondes. Bougez pas, absolument. Oh, dis donc, ça va bien, oui. Vous êtes chauffeur de gare ou quoi là? Non, pas du tout, je suis au chrono maintenant. Le train va partir, bien sûr, je vous laisse. D'habitude, c'est vous. C'est vous d'habitude. D'habitude, c'est vous. Françoise de Gois, mais quelle indignité. Allez, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Free à l'Assemblée. Oh, on en parle dans un instant, j'ai hâte d'entendre ça. À tout de suite. Ils n'ont pas. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. En plus, on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui. C'est mercredi aujourd'hui, Philippe David? Absolument. Voilà. Mercredi 30 octobre. Vous levez la main droite et dites je le jure? Je le jure. Ok, je vous crois. Philippe Bilger est avec nous. Et Diego nous. Maradona aurait eu 64 ans aujourd'hui. Merveilleux. Ça venu tout seul. Voilà. Une minute de silence. Oh, je vous en prie, pas ce bof en parlant de Maradona, le dieu vivant. Un drogué. N'importe quoi. Un drogué, mais comme un génie. La méchanceté. Un drogué. Allez. Le génie, un génie. Vous pouvez dire un génie drogué. Voilà, c'est ça. Allez, Françoise de Gois est avec nous. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et pas que, puisqu'il y a un livre qui sort aux éditions de l'Aube, mon cher Frédéric. Parlons-nous tous la même langue? C'est une vraie question. C'est un beau titre. Et vous n'êtes pas tout seul. Exactement, avec Brice Sokol, mon co-auteur. Voilà, en tout cas, on vous incitera à lire. On vous rappellera, en tout cas, on vous réinvitera pour en parler un peu plus longuement. Parce que j'imagine qu'il y a plein de sujets qui sont passionnants pour nous. Dans un instant, Félix Mathieu, passionnant. Les 3 mots dans l'actu. Avec ces inondations évidemment meurtrières, apocalyptiques, terribles en Espagne, avec un bilan de 72 morts. Bilan malheureusement provisoire, 72 morts. On en parle dans un instant. En attendant, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Comme vous ne pouvez pas requérir contre vous-même, vous ne parlerez pas des tricheries du qui c'est qui l'a dit, mais là vous voulez requérir contre des tricheries supposées à l'Assemblée nationale, Philippe Bilger. Vous trouvez drôle? Mais c'était pas drôle, c'était un constat. Non, mais je savais qu'en prenant ce sujet, j'aurais au moins avec Françoise quelqu'un qui connaît bien la procédure parlementaire, et je ne savais pas que Frédéric Dabi serait avec nous. J'ai lu ce matin, mais apparemment Françoise me dit que c'est infirmé, que LFI était soupçonné d'avoir triché à l'Assemblée nationale en faisant voter des députés qui n'étaient pas présents dans l'hémicycle. Après m'être un peu enfermé, j'ai appris que, au fond, tous les groupes opéraient de la même manière, ce qui relativise la charge que je m'apprêtais à faire contre LFI. Mais Françoise, dans un moment de calme, m'a dit que c'était faux. Et donc, je suis très prudent et j'attends avec impatience les explications. Alors, qu'on me donnera. je ne vais pas vous dire qu'on ne triche pas dans les congrès, ni dans les congrès du PS, ni dans
aucun congrès d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, cette accusation a beaucoup tourné. Elle a été lancée par un certain nombre de gens plutôt sur l'échelle de droite et d'extrême droite. Et en fait, Check News, qui est quand même un organe qui fonctionne vraiment très très bien, a absolument débunké tout ça. Et il s'est avéré que non, pas du tout. Il s'est avéré qu'il n'y a pas eu cette pratique qu'on connaît tous. On a passé tous des nuits et des nuits dans les débats parlementaires. On sait comment ça fonctionne. On peut tranquillement faire appuyer, etc. Bien sûr. Mais là, ça a été absolument débunké avec vidéo à l'appui. Il n'y a pas eu de tricherie de la part de LFI. J'aurais bien aimé, parce que vous savez bien qu'à un moment donné, depuis le 7 octobre, j'aime dire beaucoup de mal de LFI. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. La VAR a fonctionné, Frédéric Dabi. Je ne sais pas de quel VAR vous parlez, mais en tout cas, j'ai compris, bien sûr. Mais en plus, il faut reconnaître, j'ai eu des chiffres passés sur la présence des groupes parlementaires pendant les débats budgétaires. C'est le groupe LFI qui a été le plus nombreux de l'Assemblée nationale. J'ai eu même un chiffre un peu supérieur parfois, par rapport au groupe du bloc central, où on est autour de 15 à 20% de présence. Alors c'est notre prochain débat, et c'est vrai qu'on sait très bien que ce type de spectacle, même s'il y a des commissions, il y a ici tout un travail parlementaire qu'on ne voit pas, est dévastateur et accrédite cette image de tous pourris et de la défiance vis-à-vis des élus nationaux, dans un contexte où jamais, en contrepoint, les élus locaux, le maire d'une ville petite ou grande n'a jamais eu une cote aussi importante. Mais il y a une chose, je suis d'accord avec Frédéric sur la présence, c'est toujours de toute façon les insoumis, c'est leur entraînement, ils ont toujours été comme ça depuis 2017, ce sont toujours eux qui sont le plus présents à l'Assemblée nationale. Sur la question des macronistes, c'est une volonté de ne pas être là. Les macronistes ne savent pas quand il faut sortir et quand il faut rentrer. Ils ne veulent pas faire tomber le gouvernement Barnier, mais ils ne veulent en aucun cas être associés non plus à ce budget. Donc c'est plutôt une stratégie de la part des macronistes, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que les insoumis sont toujours les plus sérieux à l'Assemblée, c'est vrai. En nombre, hein, pas en décibels. On est d'accord. Non, je plaisante, c'est une blague. Mais même en technique parlementaire, honnêtement, on pense qu'on veut du groupe de Bompard, etc. Et celle qui est en train véritablement d'émerger, c'est Clémence Guettet. Je pense qu'il se passe quelque chose autour de Clémence Guettet, parce que on s'est rendu compte qu'elle assumait la présidence dans plusieurs sessions de façon extrêmement, vraiment juste. La façon dont elle a renvoyé dans les buts Louis Boyard et Manuel Bompard, pourtant son parti, ses camarades, c'était assez savoureux, et je pense que Clémence Guettet est en train d'émerger. Voilà. Allez, merci beaucoup Françoise, et merci Philippe Bilger pour ce sujet. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont des inondations apocalyptiques en Espagne. Le sud-est de l'Espagne ravagé par des inondations dantesques. 72 morts selon le tout dernier bilan, mais aussi énormément de disparus. Les flots ont charrié des tas de voitures, d'arbres et même des ponts dans la région de Valence, laissant un paysage de chaos. La pire tempête du siècle selon le Premier ministre espagnol. Les vraies voix Sud Radio. Des habitants regardent et filment le torrent à leurs fenêtres et soudain le pont qui enjambe la rivière est tout simplement emporté par les flots. C'est l'une des nombreuses images d'apocalypse qui nous arrivent de la région de Valence en Espagne. 72 morts selon le dernier bilan, malheureusement encore provisoire. Comme beaucoup d'habitants, José Manuel n'avait jamais vu ça. Il ne s'arrête pas de pleuvoir depuis 10 heures. C'est une trompe d'eau en continu. Certaines villes ont été touchées par 500 litres par mètre carré en 12 heures. Résultat, nous sommes coupés de toute communication. Les routes sont toutes coupées. Les ponts sont coupés et ils ont parfois disparu. J'ai beaucoup d'amis qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leur voiture, ils ont tout perdu. Mon usine où je travaille a été détruite. C'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Des propos recueillis par Oscar Corons de l'agence France Presse. Les pouvoirs publics n'ont parfois rien pu faire pour sauver les habitants face à la montée inexorable de l'eau, comme le raconte Esther Gomez, conseillère municipale d'une commune dans la région de Valence. Plusieurs ravins inondés ont débordé dans notre zone industrielle. Des personnes ont été prises au piège dans les entreprises cette nuit, sans qu'il soit possible de les sauver. En quelques minutes, être dans un endroit où il ne se passe rien, puis avoir un tel débordement, ça ne s'était pas produit depuis de nombreuses années. On a peur, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Les services de sécurité ont été très mobilisés et ils n'ont pas pu atteindre tous les lieux touchés.
Le gouvernement espagnol annonce à l'instant 3 jours de deuil national. De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris la parole tout à l'heure pour faire part évidemment de son soutien aux familles des victimes, mais aussi pour en appeler à rester prudent même après le plus gros de ces intempéries. Nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Notre pays a été frappé par la pire tempête du siècle. Des dizaines de municipalités ont été inondées. Des routes et des autoroutes ont été coupées. Des ponts ont été détruits par la violence des eaux. Et je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement espagnol, mais aussi, j'en suis convaincu, de l'ensemble de la société espagnole, exprimer notre solidarité et notre affection aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Je voudrais demander aux citoyens de ne pas baisser la garde, car la tempête continue de faire des dégâts. Nous ne pouvons pas encore considérer que cet épisode dévastateur est terminé. Le roi Felipe VI d'ailleurs a tenu des propos à peu près similaires. Les autorités espagnoles ouvrent une ligne téléphonique ce soir pour tous ceux qui recherchent encore des proches disparus. Je vous rappelle ce terrible bilan encore malheureusement provisoire. 72 morts dans le sud-est de l'Espagne avec ces intempéries, ces inondations. Vision d'apocalypse quand on voit ces images. Qu'est-ce qu'on peut dire Moi, je ne connais rien à ces phénomènes. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui s'est passé concrètement? Il s'est passé un orage. C'est une forme d'épisode de Sévenol. C'est la gota fria. Ça arrive très souvent. C'est-à-dire que c'est la... Je suis en train de finir ma phrase. Et donc, c'est des orages qui se mettent en stationnaire, exactement comme dans les Cévennes. Et là, si vous voulez, c'est devenu dantesque, c'est-à-dire que c'est des orages comme jamais on en a vu. C'est 400 mm d'eau qui sont tombés en quelques heures. Donc, évidemment, le sol ne peut pas absorber. Donc, après, on va discuter dans la seconde partie. Est-ce que c'est lié à l'homme à cause évidemment de l'artificialisation? Certainement. Mais les météorologues aujourd'hui en Espagne disent il y a une multiplication de cette goutte froide. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'eau dans l'atmosphère à cause du réchauffement et on va aller de plus en plus vers ces inondations. C'est ça qui s'est passé. Des orages violents en stationnaire. Frédéric Dabi. Oui, ça touche énormément l'opinion. Dans notre baromètre mensuel sur les conversations des Français, il faut fil du ciel pour Paris Match sur Radio. Tout ce type d'événements, ce qui s'est passé au mois d'octobre, sont en tête des sujets dont les Français ont le plus marqué. Et l'inquiétude toujours forte sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique, où les clivages générationnels se sont effondrés. Quand on demande qu'est-ce qui fait que ça vous inquiète, les gens citent ces différents épisodes, ce qui s'est passé en Ardèche, dans la Loire, dans les Alpes-Maritimes au cours des dernières semaines. Et c'est vrai que je dirais la prise de conscience, l'entrée dans la prise de conscience sur cette question du dérèglement, maintenant, c'est pas ce qui se passe très loin, la forêt amazonienne, c'est ce qui se passe ici et maintenant chez nous, en France ou en Europe. Il y a quelque chose d'atavique aussi sur l'idée que le ciel va nous tomber sur la tête. Alors, non, mais véritablement, le caractère des inondations, le caractère de la tempête, je sais pas, vous parliez des images apocalyptiques, vous avez vu à un moment donné, c'est même une tornade. L'orage, il y a une tornade. Vous voyez voler. Il y a même Vaison-la-Romaine 1992 en encore plus fort. Je pense que c'est plus puissant encore que Vaison-la-Romaine. J'ai dit en encore plus fort. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'avais couvert les incendies. C'est pas des coulées de boue, c'est des coulées de voitures. Les inondations à Aix-en-Provence où des gens avaient été aspirés et tués par l'aspiration des bouches d'égout, c'était apocalyptique. Mais je pense que j'ai rarement vu des images comme ça en Europe, en tout cas. Et puis l'actualité, c'est aussi une nouvelle polémique dans la polémique aux États-Unis. Oui, alors la première polémique, c'était cet humoriste qualifiant Porto Rico d'île d'ordure lors du meeting new-yorkais de Donald Trump. Eh bien, la polémique dans la polémique, c'est donc le président Biden qui a déclaré en réponse que les ordures, elles étaient plutôt à chercher du côté des supporters de Donald Trump. Côté républicain, évidemment, on joue les vierges effarouchées, comme un peu à l'époque du panier de minables de Hillary Clinton. Ça lui avait beaucoup été reproché après sa défaite. Alors oui, même si elle a été elle-même copieusement insultée par son adversaire Donald Trump au cours de cette campagne, Kamala Harris vient de prendre ses distances avec ces propos de Joe Biden. Bon alors écoutez, je pense que tout d'abord il a clarifié ses propos, dit-elle, mais permettez-moi d'être clair, je suis en désaccord profond avec toute critique contre des gens fondés sur la personne pour laquelle ils votent. Comme vous l'avez entendu dans mon discours hier soir et tout au long de ma carrière, je pense que le travail que je fais consiste à représenter tous les citoyens qu'ils me soutiennent ou non. Kamala Harris qui prend ses distances avec Joe Biden, et puis elle y faisait référence évidemment. Hier soir, elle a livré son réquisitoire contre Donald Trump depuis Washington, depuis l'endroit où il avait lancé l'assaut du Capitole après sa défaite il y a 4 ans. Et merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, retour dans un instant sur le retrait d'Elisabeth Borne qui laisse le champ libre à Gabriel Attal pour prendre la tête de Renaissance. Un signe d'ambition ou de jeune ministre, on verra.
Alors parlons vrai, est-ce que prendre la tête du parti, c'est la rampe de lancement pour la présidentielle? Est-ce que le ralliement d'Elisabeth Borne est un signe que la candidature de Gabriel Attal est déjà actée pour 2027 ou avant? Et à cette question, Attal est-il l'héritier naturel de Macron pour une candidature à la présidentielle? Vous dites oui, je le souhaite à 3%, oui, je le crains à 43% et non à 54%. Vous voulez réagir? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et on vous attend avec joie et bonne humeur. Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Frédéric Dabi. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous n'allez pas en croire vos yeux, chers amis, cher Philippe David, puisque aujourd'hui, autour de cette table, il y a, c'est un peu la crème de la crème. Hein. Aujourd'hui, c'est la chantilly, c'est tout ça, le cake, plus la cerise. Bah, et la cerise, c'est Frédéric David. Bah oui, notre Frédéric David. Mais lui, c'est la cerise griotte, la meilleure cerise qu'il y ait. C'est la une cerise griotte un peu confite, c'est parfait. Frédéric David. Prononcer cerise et pas cerise, comme on entend. Oui, c'est une cerise. Mais c'est plutôt la Belgique qui est une cerise. Et Frédéric Dabi qui va nous faire un grand plaisir avec ce livre, ce film comme quoi. On sait jamais. Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube avec Brice Sokol. C'est quoi? Ruralité peut-être contre Exactement, métropole? c'est une manière de montrer à quel point le clivage gauche-droite s'est atténué chez les Français et la crise du politique, c'est peut-être ce décalage entre une classe politique qui surjoue, notamment à l'Assemblée, l'affrontement gauche-droite et c'est d'ailleurs la ligne de Sud Radio, c'est-à-dire des Français qui font des constats communs sur des sujets qui avant clivaient le pays, sur l'insécurité, l'immigration, l'école, les services publics, et il y a beaucoup plus de communs qu'on le dit. Et pas seulement pour les JO, pour l'équipe de France de football, il y a des sujets où les Français ont des points de vue communs. Politique politicienne, et c'est un bon teasing pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. C'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Il sera donc candidat au poste de secrétaire général du parti Renaissance et il sera vraisemblablement élu en décembre prochain puisqu'il est désormais le seul à concourir. C'est Gabriel Attal, il a donné une longue interview au Point, donc publiée aujourd'hui et voilà ce qu'il dit, j'ai une histoire à écrire avec les Français. Le braquage est presque parfait, il est parvenu à se faire élire patron du groupe des députés et bientôt patron du parti, c'est un cumul complètement inédit. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Elisabeth Borne laisse donc le champ libre à Gabriel Attal pour prendre la tête de Renaissance, le parti macroniste. Il n'y aura donc finalement pas de duel d'ancien Premier ministre. Ce n'est pas un retrait, selon Elisabeth Borne, mais un accord avec celui qui lui a succédé à Matignon. Alors, beau. Parlons vrai, c'est beau, oui, parlons vrai. Est-ce que Gabriel Attal, ce n'est pas finalement Emmanuel Macron en plus jeune ? Pensez-vous qu'il est taillé pour l'Élysée? Et à cette question, Gabriel Attal est-il l'héritier naturel de Macron pour une candidature à la présidentielle? Vous dites oui, je le souhaite à 3%, oui, je le crains à 43%, non à 54%. Et même si vous avez un 4e, un 5e ou un 6e avis, Aude et les vraies voix attendent votre avis au 0826 300 300. Et on en parle bien entendu avec nos vraies voix. Et la question de se dire, est-ce que Elisabeth Borne avait-elle vraiment le choix? Non, mais ce qui me frappe tout de même, c'est de voir à quel point Emmanuel Macron, parfois, peut être lucide. Il avait un arbitrage à faire. Au fond, il aurait pu, à un moment donné, favoriser Elisabeth Borne et dire à Gabriel Attal, vous avez déjà une chose, vous n'aurez pas l'autre. Mais je crois que dans le rapport qu'Emmanuel Macron entretient avec Gabriel Attal, il y a un mélange de répulsion-fascination. Il est jaloux de Gabriel Attal, je crois, et en même temps, il comprend que le travail qu'il a fait pour le parti et peut-être le futur pourrait lui permettre de sauver un petit peu du macronisme. Mais j'ajoute, et je termine là-dessus, c'est que en quelques jours, voire en quelques semaines, j'ai l'impression que l'étoile de Gabriel Attal pour le futur présidentiel a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Je veux dire, si j'avais du temps, je le développerais, mais je veux surtout pas ne pas entendre les points de vue qui vont être passionnants.
C'est toujours le problème de la position institutionnelle, on le dit à chaque fois. Quand vous redescendez du piédestal qu'est Matignon, ou même, regardez, je le redis, ce qui est arrivé à Manuel Valls, qui pensait véritablement qu'il pouvait concourir à la primaire socialiste en quittant Matignon. La position institutionnelle, elle est essentielle. Et Gabriel Attal, finalement, se retrouve au poids mouillé, à ce qu'il est. Moi, je ne crois pas du tout au destin de Gabriel Attal. Je pense même que Emmanuel Macron je ne crois pas qu'il soit intervenu dans cette affaire. Il a simplement dit, entendez-vous bien, mais je ne crois pas qu'il ait décidé entre Attal et Elisabeth Borne. Et je ne suis pas sûr que le fait qu'Elisabeth Borne ait succédé à la tête du parti à ces journées aurait déplu à Emmanuel Macron. C'est pas son sujet. Emmanuel Macron, il est tellement autocentré qu'il se fout pas mal de savoir qui va lui succéder. Moi, je crois vraiment que je pense que le chemin pour Gabriel Attal est un chemin très difficile parce que c'est quand même une personne assez ordinaire en réalité quand vous voyez sorti de sa fonction institutionnelle. Frédéric Dabi. Alors, déjà, la vie partisane des organisations intéresse peu les Français. C'est des sujets qui ne les concernent pas. Maintenant, il y a eu un élément d'enquête. Citons IFOP Fiducial pour Sud Radio. Nous avons, à l'occasion de la balise il y a 15 jours sur la cote des partis politiques, posé à plus de 600 sympathisants Renaissance qu'est-ce qu'ils préféraient pour la tête de leur parti, sachant que ce sont des sympathisants, ce ne sont pas des militants. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de militants et d'adhérents chez Renaissance, on a eu encore plus de mal à les trouver. C'était un plébiscite pour Gabriel Attal, 76%, 11% pour Elisabeth Borne. Maintenant, je serais moins sévère que Françoise. Je sais, vous êtes tous moins sévères avec Attal. Que François sur Gabriel Attal. Déjà, par rapport à votre question, est-ce que Gabriel Attal, c'est l'héritier d'Emmanuel Macron? Quand je vois comment les Français parlent de Gabriel Attal, ils ne l'associent pas du tout à Emmanuel Macron. Il y a deux points de différenciation. Gabriel Attal, alors c'est vrai que quitter Matignon, c'est compliqué. Il y a le vertige, il y a ce qu'on peut appeler, quand on est dur, le syndrome Bérégovoy, passer de tout, du piédestal à rien. Alors il est président de groupe, il sera président du parti, ce n'est pas rien. Mais il y a des éléments de différenciation très nets. Les Français créditent Gabriel Attal d'un parler vrai, quand le parler du président reste très compliqué. Je suis frappé par la détérioration de son image et un président, non pas que l'on ne supporte plus, que l'on ne comprend plus, sur la dissolution, sur le Proche-Orient, sur toute une série de sujets. Et puis, qu'on le veuille ou pas, Gabriel Attal, durant ce laps très court, ces simples 8 mois, a été crédité d'une capacité d'action quand la critique sur Emmanuel Macron, c'est l'inaction depuis 2 ans en dehors de cette maudite, entre guillemets, réforme des retraites. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, il faut 3 choses. Quand on veut être candidat, il faut une incarnation, il faut un projet et il faut une organisation. Donc le fait que Gabriel Attal prenne le parti, c'est une très bonne chose pour lui. Reste à savoir ce qu'il va en faire. Moi, je suis d'accord avec Est-ce que pour vous, Gabriel Attal est déjà candidat ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres dans la Macronie? Je ne sais pas, Édouard Philippe par exemple, qui va y aller. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Alors il va falloir qu'il choisisse, parce que là on est un peu dans le cumul des mandats entre président de groupe et président du parti. Il va falloir qu'à un moment donné il se délaisse de l'un ou de l'autre. Il faut mieux qu'il soit président du parti. Moi je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je pense que la génération spontanée Emmanuel Macron avec l'ensemble des planètes alignées, ça n'arrivera plus avant 50 ans. Là, il y a eu une corrélation de faits qui ont fait que, sorti de nulle part, et d'ailleurs il a donné de très mauvaises idées aux autres. C'est-à-dire que tout le monde peut s'imaginer qu'il va rééditer l'exploit d'Emmanuel Macron de 2017. C'est une configuration particulière qui ne reviendra plus. Je pense qu'on revient moins à ce que disait Frédéric, c'est-à-dire la force des partis, la puissance des partis, il faut tenir le parti. Moi, je sais très bien que tout le monde pense beaucoup de bien de Gabriel Attal. Je pense que Gabriel Attal n'a pas de doctrine. Je pense que Gabriel Attal, on va le voir. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron en a une? Non, bien sûr que non, mais est-ce que j'ai déjà été aimable avec Emmanuel Macron sur sa doctrine? Jamais. Il n'en a pas. Mais je pense que Gabriel Attal, je l'ai toujours résumé comme ça de façon fort méchante, je pense qu'il a tous les défauts d'Emmanuel Macron sans avoir les qualités. Et ce que je crois, c'est qu'on va le voir sur la loi immigration. Il a été l'homme qui fait l'accord avec la gauche pour le Front républicain au soir du premier tour, mais il est tout à fait capable d'être l'homme qui va adouber la loi immigration durcie de Bruno Retailleau si ça le sert, si vous voulez, dans l'opinion. Donc moi je pense que c'est véritablement de l'opportunisme pur et je pense qu'il n'a aucune idéologie, Gabriel Attal. Il va exactement là où les sondages et les sondeurs ne lui disent pas, parce que je sais que Frédéric fait pas ça, mais là il travaille que sur l'opinion. Après c'est pas le seul. Oui. Mais bien sûr, et je pense que c'est un désastre de travailler que sur l'opinion. Il me semble tout de même, Françoise, que autant on aurait pu être si critique à l'égard de Gabriel Attal
pour sa superficialité que je ne méconnais pas par rapport au premier Emmanuel Macron, celui qui avait écrit un livre Révolution et qui, qu'on l'aime ou pas, dans les premiers temps de son mandat, donnait l'impression d'être cohérent, structuré et d'avoir des idées. Autant le Macron qui a suivi, mon Dieu, ne dame plus le pion à Gabriel Attal, et la superficialité de celui-ci ne m'apparaît plus comme une entrave radicale pour le futur de 2027. En même temps, soyons clairs, qui pour incarner le parti aujourd'hui, si ce n'est Gabriel Attal? Qui pour incarner le macronisme? Est-ce que Emmanuel Macron a quelque... Elisabeth Borne. Non, mais bien sûr. Mais le problème, et ça, il connaît très bien les grands fauves qui nous gouvernent. Je veux dire, le problème d'Emmanuel Macron maintenant, comme tout le problème du président, c'est comment je rentre dans l'histoire. C'est-à-dire comment je sors de l'Élysée et qu'est-ce que je laisse dans l'histoire. Vous ne pouvez pas laisser dans l'histoire la réforme des retraites. Ça, c'est juste impossible. Donc, c'est ça qu'il va chercher. Je pense que l'analyse de dire qu'Emmanuel Macron va voir dans l'un ou l'autre la suite et la survie de son macronisme, je pense qu'il s'en fout comme de la 14. Ce qui l'intéresse, le macronisme n'existe que parce qu'Emmanuel Macron. Donc lui, il veut savoir comment je sors dans l'histoire. Dans un instant, Kevin sera avec nous. Bougez pas, Kevin. Oui. Pas d'accord avec ça, Frédéric? Je suis tout à fait d'accord, mais déjà, je vais rappeler un point de calendrier. On est le 30 octobre. Le 24 octobre, c'était non pas le premier jour du reste de ta vie, mais le premier jour du mi-mandat. On est 24 avril 2022, élection d'Emmanuel Macron, réélection, 24 avril, et 24 octobre, mi-mandat. On est très loin de l'échéance. Et comme toujours, quand on est sur une élection de renouvellement, on savait que François Mitterrand ne serait pas candidat en 95 et Jacques Chirac en 2007. On ne savait pas que c'était si dur pour François Hollande, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inconnus sur l'offre électorale. Donc, il ne faut pas, si je puis dire, tirer des conclusions. Et les sondages de 2015 n'étaient pas extraordinaires pour Emmanuel Macron, qui était encore peu connu de la part des Français. Quand on interroge les Français sur qui est l'héritier d'Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un mano à mano entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. On sait aussi qu'un président, ça serait souvent en rupture, en décalage avec son prédécesseur. Est-ce qu'ont-ils besoin de coller, si je puis dire, Emmanuel Macron? En tout cas, aucun des deux n'a intérêt à tuer véritablement le père de manière publique. C'est pour ça qu'Édouard Philippe, c'est plausible. Oui, puisque la rupture a lieu il y a une rupture fine. Et puis ancienne. C'est comme Philippe David et moi, c'est une rupture fine. Allez, 0826 300 300 avec Kevin qui est avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Attal est l'héritier naturel de Macron en vue d'être candidat à la prochaine présidentielle? Qui sera peut-être pas en 2027 d'ailleurs. Oui. C'est l'héritier naturel parce qu'il a été soi-disant là décidé que ce serait lui, mais finalement, je trouve que pour reprendre les mots d'une vraie voix qui s'est exprimée juste avant, en fait, le problème avec Gabriel Attal, c'est qu'il n'est pas une incarnation et il n'a pas vraiment de projet. Non, c'est moi alors, ça c'est moi qui ai parlé comme ça. Merci Françoise. Je vous en prie Kevin, que j'en prie. Oui, parce qu'en fait, en politique, pour reprendre Tocqueville, parce que on parle de sondage, en politique, ce qu'il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et ces gens-là, et notamment Gabriel Attal fait partie de cette génération, ne se rendent pas compte de ce qui se passe sous nos yeux. Ce qui se passe, c'est le délitement réel de la France qui travaille. Et comme cet homme-là n'a jamais strictement travaillé, moi je prends ça comme un exemple important, vous voyez, quand je regarde les hommes politiques, c'est est-ce qu'ils ont travaillé déjà dans leur vie. Gabriel Attal, c'est pas souvent dit dans les médias, mais il a jamais travaillé. Après la politique, Kevin, c'est un métier quand même. C'est une fonction, mais c'est... Ça, c'est l'avis de Françoise, mais je suis pas certain qu'elle ait 100% raison. C'est mon avis, moi je suis pas d'accord avec vous. Moi je le pense aussi. Kevin, moi je pense que quand on est dans un cabinet, comme a été Gabriel Attal, et on était dans le même gouvernement, donc je l'ai vu marner, Gabriel Attal. Moi je ne dis pas du tout que c'est un fainéant, c'est un énorme bosseur, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vide, qui est creux, qui est quasiment aérien et qui est surtout extrêmement plastique. Moi, mon sentiment depuis Nicolas Sarkozy... Il n'est pas vieux non plus. Non, mais depuis Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi, les enfants de la télé, je les appelle, je pense que les présidentielles ont complètement changé, on s'est mis à gagner les présidentielles avec les chaînes info, et toute l'équipe de Sarkozy l'avait théorisé en 2007, et il y a un côté barbe à papa, c'est-à-dire il y a un côté, je vous envoie une carte postale par jour, c'était la grande théorisation, et je me déforme au gré de l'opinion. Et ça n'est pas la faute des sondeurs. Et ça n'est pas la faute des sondeurs. Les sondeurs, ils font très bien leur boulot. Je m'en moque souvent. Non, mais c'est vrai. Bougez pas. Vous ne pouvez pas avoir le nez sur... Pardon.
Pardon. Allez-y, Ils Kevin. gouvernent avec les sondages, c'est ça le problème. Moi, je suis désolé, mais quand nous, en tant que citoyens, on attend des hommes d'État qui aient une vision, qui portent une vision pour l'avenir. Bougez pas, Chaque Kevin. génération est un peuple nouveau, donc on a besoin de gens qui ont une vision. Et bougez pas, Frédéric. Est-ce que l'âge, je reviens sur l'âge. Est-ce que l'âge présidentiel, l'âge, on l'avait vu avec Emmanuel Macron, l'âge de Gabriel Attal, est-ce que ça peut devenir un problème? En tout cas, ce qui me frappe, pendant ces 8 mois passés à l'hôtel Matignon, ça a été rarement évoqué par les Français dans leurs raisons d'adhésion, un peu plus dans les raisons du mécontentement. C'était plutôt l'idée de sa jeunesse, son dynamisme, l'idée de mouvement et de capacité à changer les choses et d'être en distinction avec Emmanuel Macron. Par rapport à ce qui a été dit sur l'utilisation des sondages par les leaders politiques nationaux. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis revenu à l'IFOP, que ça fait 15 ans que je les vois vraiment tous beaucoup. Il y a 2 figures d'hommes politiques que je n'ai jamais rencontrées. Vraiment. Celui ou celle qui était obsédé par les sondages au point de n'avoir aucune conviction quand Gabriel Attal met en avant, première décision au ministère de l'Éducation nationale, la question du harcèlement. C'est pas les sondages, c'est son vécu, c'est son histoire. Et il l'a porté. Il y a beaucoup d'autres exemples pour d'autres politiques. Autre figure que je n'ai jamais rencontrée, c'est un homme ou une femme politique qui va être complètement en rupture, en indifférence. Avec l'opinion. Voilà, avec l'opinion. Je pense que c'est une donnée que les politiques utilisent ou pas. Quand Giscard d'Estaing lance l'IVG, il y a 3/4 de sa majorité qui est opposée. Quand François Mitterrand, la fameuse émission du 16 mars, jour de naissance de Gabriel Attal, du 16 mars 80, il est né en 86, en 89, pardon, où il sait très bien que l'opinion publique, y compris à gauche, est très rétive à une abolition. Il y va. Il y a quand même beaucoup d'exemples, et je défends des politiques, où il y a malgré tout des convictions, même si l'absence de résultats, l'incapacité des politiques, et j'en parle dans le livre, à changer la vie, à peser sur le cours des choses à la différence des élus locaux, donne l'impression à beaucoup, en fait, ils ne font que suivre les sondages et ils n'ont pas de conviction. Je vais répondre à Fred parce que ça c'est du vécu pour moi. J'ai quand même côtoyé un président de la République et des ministres. Fred, vous pouvez pas faire la maison dans la prairie et les bisounours. Non, j'ai pas dit ça. Vous parlez de Mitterrand qui est capable, avant d'entrer dans l'émission, Badinter lui dit les Français sont opposés, il est face à Giscard, il garde sa conviction. C'est une autre génération. Ça n'est pas vrai que Nicolas Sarkozy n'a pas gouverné au sondage, ça n'est pas vrai qu'Emmanuel Macron ne gouverne pas en fonction de ce qui plaît à l'opinion. Je dis pas qu'ils n'ont pas gouverné au sondage, je dis qu'ils c'était pas la variable majeure. Je pense qu'ils sont obsédés par les sondages. Pour la peine de mort, Frédéric, il l'avait beaucoup pratiqué, donc à la limite, il y avait un mélange de... mais c'est une évidence. Oui, il a refusé... S'il ne l'avait pas pratiqué, je pense qu'il aurait pas eu cette conviction à être contre. Comme le dit très bien Michel Onfray. Merci beaucoup en tout cas pour ce débat passionnant, les amis. Dans un instant, un autre débat un peu plus léger. Je vous le dis, ça va pas être d'une profondeur. Mettez pas un masque pour descendre dans les bas-fonds parce que ce sera pas le cas. Ça vole très haut. Mais vous êtes pessimiste, ma chère. Non, je suis réaliste. Ça fait 2 ans que je fais cette émission et c'est toujours pareil. Kevin, vous restez avec nous. Avec Fred. Merci en tout cas. On revient dans un instant. Ne bougez pas, restez bien au téléphone puisque juste le temps de regarder un peu l'actu. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter parce que vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Des vraies voix qui vont se transformer dans quelques instants, vous le savez. Peut-être Frédéric Dabi. J'ai du mal à croire que Frédéric Dabi puisse faire. Il est trop célèbre. Il est célèbre. Il est trop fort. Il est trop fort, c'est gentil. Non, mais il est trop classe surtout. En revanche, Philippe Biget, Françoise de Goua. J'ai un doute. Vous allez voir les animaux. Il va se passer quelque chose. De quoi vous parlez là? Du qui c'est qui l'a dit. Je connais cette émission, ce jeu. Oui, il a gagné à chaque fois. Ne faites pas votre malin. Kevin, vous êtes un peu le donneur d'ordre. C'est à vous de lancer le jingle. J'adore vous voyez. Allez, c'est parti. Le jeu permet de tout oublier, y compris qu'on n'a pas les moyens de jouer. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Excellent ce Kevin. Pas les moyens de jouer. Permettez-moi de vous dire que s'il s'impose, on dira c'est Kevin qui gagne. Voilà, c'est ça. Excellent. Allez, on y va. J'ai compris. Elle est pas mal. Elle est bien. Vous ne attardez pas non plus, ça peut prendre une demi-heure. Allez les amis. Qui c'est qui l'a dit? Un point. Vous imaginez ma fierté de revenir au Maroc avec un avion de la République française.
c'est pas un homme politique. Bernard-Henri Lévy. Non, c'est Jamel Debbouze. Non. C'est quoi la question? Vous imaginez ma fierté de... Bonne réponse de Kevin. Yacine Bellatar, la question était, vous imaginez ma fierté de revenir au Maroc avec un avion de la République française. Yacine Bellatar. D'ailleurs, s'il avait pu mettre des fringues décentes, ça aurait été très bien cette occasion. Un point pour Kevin. Question à 2 points, Kevin. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Il est évident qu'à partir du moment où nous déposons une motion de censure, si le RN décide de ne pas la voter, alors il sera le complice de l'application des mauvaises recettes du gouvernement Barnier. Kevin. Éric Coquerel? Non. Manuel Bompard. Bonne réponse. Non, Manuel Bompard, c'est Françoise Degois qui a été la plus rapide. Alors, Kevin, qu'est-ce qui nous arrive, petit... J'ai hésité entre les deux. Bien sûr. Il pourrait nous mettre des paillettes dans les yeux, Kevin. Allez, c'est ridicule parce que tout le monde a dû lui faire 2000 fois. Allez, qui c'est qui l'a dit? Plus le temps passe, plus Michel Barnier ressemble de plus en plus à Elisabeth Borne. C'est drôle. Éric Ciotti? Non. Pas mal, mais pas loin. Marine? Non. Sébastien Chenu? Non. Il est plus petit. Plus petit. C'est Tanguy. C'est moi qui l'ai dit en premier. Oui, mais vous savez que je suis honnête, pas la peine de me le 2 signaler. points pour Françoise Degois qui prend la tête. Largement. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, Kevin? Les gouvernements de Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dette depuis 2017, c'est un fiasco. Éric Ciotti. Bonne réponse de Kevin qui engrange 3 points et qui recolle au score. On est à combien là? 4-4. Alors moi c'est pas compliqué. Et 0-0. Ah oui, c'est bien, mais la gauche est triomphante quoi ce soir, c'est ça qui est bien. Et merci d'écouter Kevin Sud Radio toute la journée, ça nous fait bien plaisir. Question qui c'est qui l'a dit 2 points. La gauche sert d'alibi à Michel Barnier pour justifier l'utilisation du 49.3. C'est du RN ça? C'est Jean-Philippe Tanguy. Oui, c'est le RN. Bardella? Non. Marine Le Pen? Non. Odo? Non. Jacobelli? Bonne réponse de Françoise Degois, Laurent Jacobelli. Il est parti quelque part, Frédéric Dabi. Il est toujours là. On est partis ensemble. Attention, c'est un qui c'est qui l'a dit qui vaut cher puisqu'il vaut 3 points. Attention, 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Elle parle d'elle-même. Hein. Cette image d'autoritarisme, tout le contraire de ce que je suis. Moi, une femme de dialogue et d'écoute. Elisabeth Borne. Des caricatures blessantes. Je savais. Kevin, d'abord. Kevin? Elisabeth Borne. Ouais, c'est Kevin qui Et là, je le savais. Donc 3 points pour Kevin parce qu'il doit Il est à répondre. combien là, Kevin? Il est à 7 et vous à 6. Ah, il est en train de me gratter là. Et nous, on le savait. On le savait, allez, un point. Ouais, c'est pas mal cette phrase d'Elisabeth Borne. Question qui c'est qui l'a dit? Elle pourrait vous convenir en fait. Oui, à vous. oui, j'aurais pu le dire. J'allais dire, Voilà. j'aurais pu dire ça, vous auriez pu dire ça. La mère tape dur. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit? 1 point. Les Insoumis se font une haute idée de l'Assemblée nationale. Kevin. Ah, je le sais. Clémence Guettet. Ouais, réponse de Kevin. je l'avais aussi. Ah, il est très fort. Il est hyper fort. Wow. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur les 3 jours de carence pour les fonctionnaires? C'est l'illustration d'une sorte de mépris de classe de ceux qui dirigent. Ils ne comprennent rien à ce qu'est la condition des salariés. Les gens sont réellement malades. Non. Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse de Françoise Degois. Eh oui, parce que j'écoute Jean-Luc Mélenchon malgré tout. C'est peut-être pour vous cette question, Philippe. Allez, question. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Depuis ce triste début d'octobre, l'Assemblée nationale est frappée de folie. Kevin. Je sais pas là. Bruno Ça peut Retailleau? être Retailleau ou Ciotti. Non. Ou Marlex. Non, mais le comment il s'appelle le gars que j'ai oublié? C'est pas non. C'est un maire. C'est un maire. Ah mais c'est Lisnard. Non. Estrovi. Non. Non. Payan. Kevin. Je vous donne un indice. Oui. Du bris. Du bris. Copé. J'ai dit en premier. C'est moi qui l'ai dit encore. C'est moi. J'ai dit Copé. Oui, mais moi j'ai dit. On partage, allez. Je vous accorde le mot et je garde Copé. Non, vous prenez le bris parce que j'aime pas ça et je prends les points. Bon. Allez, on est à combien? Alors on met 3 points à chacun, c'est ça? On a Bon, perdu, écoutez, de toute façon, c'est avec très Fred. simple. Françoise Degois 9, Kevin 8. Et Fred et Philippe 3-3 parce qu'on a été 6 Bravo, mais Kevin, c'est bien. Kevin, vous avez été un excellent candidat. C'était très sympa de vous avoir. Vous revenez quand vous voulez, bien entendu. On vous embrasse. Bon retour à Bordeaux. Merci.
Et à très bientôt. À très bientôt. Dans un instant, le journal, et puis la météo, bien entendu, et puis Philippe David qui va râler, et qui c'est qui va dire... J'adore les leçons d'histoire d'Emmanuel Macron. Ah voilà, très bien. Je les adore. Enfin, pas tant que ça. Allez, restez avec nous, faites une petite pause. On revient dans un instant. Merci d'écouter Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et merci beaucoup de nous écouter. Vous pouvez bien entendu nous joindre par Twitter, Facebook, Instagram, TikTok aussi, toutes ces plateformes d'opinion et de débat sur notre chaîne YouTube que vous pourrez bien entendu rejoindre à n'importe quel moment. Un clic et bam, vous nous avez à la télé. Et ce numéro de téléphone. C'est vachement accueillant. Un clic et bam, t'as l'impression que tu prends un coup de fusil. Un clic et tac. T'as Ménibus qui apparaît dans l'écran. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout un coup de feu, c'est une petite claque comme ça. Tu vas t'abonner, oui. Dis donc. Non. Voilà. Et dans un instant, en tout cas, autour de la table, Frédéric Dabi qui est avec nous, directeur général de l'IFOP, et puis Françoise Degois et Philippe Bilger avec nous, et Philippe David, bien entendu. Coup de gueule dans un instant. Ah oui, j'adore les leçons d'histoire d'Emmanuel Macron. J'adore ça. On dirait oui. Allez, un message sur un répondeur, on l'écoute. Oui, je me permets de laisser le message. Je viens d'entendre le coup de gueule de Philippe David. Alors, j'en ai assez d'entendre les retraités. Il y a les différentes catégories des retraités. Il y a les petits retraités qui augmentent et les retraités qui ont fait des belles plus-values immobilières qui, là, en ce moment, s'organisent pour transmettre à leurs enfants. Alors, en effet, de voir la France dans un état pareil et d'avoir travaillé toute sa vie et maintenant de se dire « je fais attention », même pour vous appeler, je vais être obligé de faire plus attention. Donc, ça coupe le lien social. Comme vous, j'en ai ras-le-bol. Ah bah ça, c'est dit. Philippe Bilger. Si je comprends bien, les petits, les gros retraités. Oui, parce que on peut demander aux gros retraités de faire des efforts, alors que je prenais les retraités agricoles par exemple, qui ont 600 ou 700 euros par mois, qui n'arrivent déjà pas à se chauffer, on va pas leur baisser leur retraite, non? Elle a raison. Voilà. Oui, moi je suis toujours un peu triste d'entendre les retraités en colère, parce que c'est vrai qu'on tape beaucoup sur les retraités, mais la réalité, c'est qu'ils soutiennent quand même aussi beaucoup l'économie du pays. C'est comme taper sur les fonctionnaires, c'est eux aussi qui font que parce qu'ils ont des CDI, ils peuvent faire des emprunts, acheter, construire des maisons, etc. Donc j'entends ces retraités excédés, je les entends complètement, même s'ils ont quand même pas été si mal soignés que ça par Emmanuel Macron, il faut quand même le dire. Mais je sens de toute façon les retraités, je sens toutes les catégories sociales en réalité dans une forme de souffrance et d'inquiétude. Et ça, c'est Fred qui peut vraiment nous le dire par rapport à ce qu'il sent dans l'opinion. Je sens une inquiétude, une souffrance terrible. Non, alors par rapport aux retraités, trois choses. Ils se vivent en souffrance depuis le début du premier quinquennat. La hausse de la CSG sur leur pension, même si finalement Emmanuel Macron, qui avait remercié les retraités, au bout d'un an l'avait compensé entre gros et petits retraités. Deuxièmement, les Français voient les retraités comme un bloc, ce que vient de dire notre auditrice sur les gros et les petits. C'est pas ce que les Français nous disent, parce que les Français d'aujourd'hui, les actifs, sont les retraités de demain. Et il y a une projection positive sur la retraite qui fait, ce qui explique aussi le rejet viscéral du passage de 62 à 64 ans ou des projets de baisse de pension. Troisièmement, il y a un contresens de la part des politiques. On dit les politiques défendent les retraités parce que c'est un magot électoral, parce qu'on ne peut pas gagner une présidentielle sans les retraités. C'est faux. Giscard d'Estaing en 81, Nicolas Sarkozy en 2012 perdent en ayant massivement le vote des retraités. Absolument. En revanche, il y a une catégorie qu'on ne peut pas ne pas avoir pour gagner la présidentielle, c'est la France du travail, c'est la France active. Aujourd'hui, cette France active, elle est largement au Rassemblement national chez Marine Le Pen. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, je vais parler d'Emmanuel Macron. Quand il parle d'histoire, j'ai toujours un petit problème. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il était très bon en histoire à l'époque. Et on en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, les amis, avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et de ce livre, Parlons-nous tous la même langue, aux éditions de l'Aube. Comment les imaginaires transforment la France, avec Brice Sokol, très connu, spécialiste du développement territorial. Exactement. Voilà, exactement. On en parlera dans quelques instants. En attendant, asseyez-vous, ça va râler. Les vraies voix Sud Radio. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie.
Vous venez d'entendre Emmanuel Macron le 15 février 2017 à Alger. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Vous venez d'entendre Emmanuel Macron à Rabat devant le Parlement marocain hier. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt, vu la teneur de mon coup de gueule, le minaret au milieu du bled. Oui, je dois le reconnaître en entendant les propos tenus par Emmanuel Macron hier devant le Parlement marocain. Je me suis demandé si le président avait encore une fois changé d'avis sur la colonisation ou s'il nous refaisait pour la 2638e fois depuis son élection du « en même temps ». En effet, comment parler de crimes contre l'humanité pour la colonisation française de l'Algérie et en même temps vanter les mérites de la colonisation arabe de la péninsule ibérique et du sud de la France? Est-ce qu'il y aurait de bonnes et de mauvaises colonisations selon Emmanuel Macron? Une colonisation immonde pour laquelle il faudrait multiplier les excuses et les repentances, et une autre qu'il faudrait encenser pour ses bienfaits architecturaux. Pour avoir visité la Giralda de Séville, je peux confirmer que c'est absolument magnifique. Pourtant, Al-Andalus, n'en déplaise à Emmanuel Macron, n'a pas été un champ de pétales de rose pour les peuples colonisés du sud de l'Europe, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Invasion violente, conversion de force, femmes violées et envoyées dans les harems, et hommes envoyés comme gardiens de harem après avoir été castrés. J'arrêterai là cet inventaire à l'après-vert. Alors non, je ne vais pas demander de repentance à qui que ce soit, je ne fais pas partie des pleureuses qui ont toujours un statut de victime à faire valoir, même si en tant que Français, nous avons été colonisés entre autres par les Grecs, les Romains et les Arabes, avant de devenir nous-mêmes colons, mais j'aimerais simplement qu'un chef de l'État français ne fasse pas preuve d'un tel deux poids, deux mesures dans ses indignations et ses admirations. En même temps, c'est peut-être trop demandé à Emmanuel Macron. Vous avez raison, Philippe, parce que à propos de l'Algérie, il avait dit cette phrase, et le lendemain ou quelques jours plus tard, revenu en France, il l'avait amendé, voire infléchi. Et donc, ce qui me frappe, c'est à chaque fois, dans un pays étranger, il éprouve le besoin de dire des choses que probablement il sait fausses, par un désir un peu éperdu de séduction, et peut-être une forme de démagogie internationale. Après, ça s'appelle la diplomatie, hein. Vous savez, quand vous faites des discours à l'international, notamment Rabat, c'était la grande réconciliation franco-marocaine après des années de fâcherie. Moi, je suis d'accord avec son premier propos sur la colonisation et crimes contre l'humanité en Algérie. Je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord pour dire, vous avez oublié le massacre des Juifs de Séville. Hein, j'ai parlé des Juifs et des chrétiens. Et dans l'Andalous, c'est magnifique, et j'aime l'Andalousie, une partie de ma famille. Le fait à Cordoue, c'est magnifique. Tout est exceptionnel. Tout est sublime, voilà. Mais effectivement, vous avez raison de souligner que ça a été d'une cruauté absolue, et l'Alhambra bien sûr, et ça a été d'une cruauté absolue. Après, il fait de la diplomatie. Emmanuel Macron, il avait besoin hier, lors du dîner d'État, si vous voulez, de dire à quel point l'art arabe, je rappelle que ce sont les Arabes qui ont inventé le zéro, et sans eux, nous ne saurions pas compter, et justement en Andalousie. Heureusement pour vous d'ailleurs. Oui, mais je ne sais toujours pas compter, hein, malgré cette invention. Voilà, donc je voulais dire que c'est pas dur même. Je pense que vous mélangez, si vous voulez, deux. Comment dirais-je? Je pense que vous mettez sur le même plan deux. Oui, mais on peut pas tout faire tout le temps comme ça. C'est ce que je veux dire. Je pense que vous mettez sur un même plan deux choses qui n'ont rien à voir. Ça a été une colonisation, la péninsule ibérique. Je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut, comment dirais-je, si on prend tout discours de tout homme politique, on peut trouver ce type de paradoxe. C'est ce que je veux dire. Hier, il était dans un dîner d'État, il avait envie de dire à quel point la culture islamique était belle. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Frédéric Dabi. Oui, moi, ça me fait penser à un dîner d'État également d'un autre président que j'ai cité tout à l'heure, François Mitterrand, en 84 en URSS, qui cite le nom de Sakharov. Oui, c'était pas très diplomatique, mais il l'avait fait, c'était autre chose. Maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron est très surveillé sur les questions internationales. On est quand même maintenant avec une opinion publique qui s'intéresse de plus en plus à ces sujets, parce qu'il y a le sentiment que ça peut nous concerner directement, du terrorisme, une guerre civile, un problème climatique. L'époque où ces questions n'intéressaient que des classes supérieures, des personnes âgées, des personnes diplômées, est complètement révolue. Et c'est vrai que sur ces questions de colonisation, pendant notre ligne de 2017, il avait un peu subi le choc d'un double propos.
la colonisation et puis l'humiliation, entre guillemets, de la manif pour tous pendant la loi Taubira. Il n'est pas très heureux, Emmanuel Macron, il faut le dire, sur ces questions quand il parle d'histoire, notamment à l'étranger. C'est pas depuis les gaffes sur Israël, Frédéric. Non. Tout à fait, je parle depuis longtemps. Il avait parlé aussi des Gaulois réfractaires, je crois, au Danemark ou en Grèce. En Grèce, d'accord. Bon, c'était en tout cas, c'était non, les Gaulois réfractaires, c'est au Danemark. Mais sur Israël, en plus, c'est véritablement sur Israël, c'est une pensée qui semble avoir, mais il va en avoir une autre après-demain. Voilà. Merci beaucoup. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix. Partant pour un deuxième tour. Non, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger et Françoise de Goua qui ne parlent que dans le micro. Attention, que penser du dernier livre de Jérôme Garcin, des mots et des actes? Voilà, Jérôme Garcin est un ami que je ne vois pas beaucoup en réalité parce qu'il est très pudique. Il a écrit le dernier livre des mots et des actes, en effet, Cécile. J'ai toujours beaucoup aimé ses livres. À chaque fois, c'est un registre différent. Et je me suis rendu compte parfois qu'il est difficile de parler du livre d'un ami quand on le trouve excellent, mais que pour une fois, on a un petit malaise. Alors, le livre des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation, c'est très passionnant. Il a une fluidité narrative, un art des portraits, un style remarquable. Comme on le disait de Paul Morand, du style dans chaque phrase. Mais ce qui m'a un peu gêné, peut-être à cause de tréfonds un peu obscurs, c'est le fait que il admire profondément les écrivains courageux, résistants, malheureusement exécutés pour certains, mais en même temps, on a l'impression que pour lui, pour être un grand écrivain, il faut avoir forcément résisté. Il y a des grands écrivains formidables comme Céline, qui évidemment ont un parcours intellectuel odieux, et donc c'est la seule réserve que j'aurais faite. Et il a une manière un peu désinvolte, condescendante, voire méprisante, de parler de gens qui ont fait le mauvais choix, qui évidemment ont pactisé avec l'occupant, mais qui n'ont pas été tout de même tout le temps dignes de mépris. Voilà, Françoise de Goua. Oui, moi j'ai d'abord Jérôme Garcin, c'est un monument, avant tout un monument de la critique. Moi, je pense que j'ai grandi avec Le Masque et la Plume, évidemment, et que c'est un formidable observateur, etc. Je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. Je l'ai vu l'autre soir à la grande librairie de notre ami Augustin Trapenard, et je ne partage pas bien sûr votre point de vue, parce que oui, je pense que ce qui est grand a résisté. Moi, je fais partie des gens, par exemple, j'aime la littérature par-dessus tout. Nous sommes de grands lecteurs depuis toujours, mon cher ami, mais par exemple, je n'accepte pas de qualifier Céline de génie de l'écriture. Je pense que ce qui m'arrête toujours chez Céline, c'est son choix. C'est pas simplement qu'il a été gentil avec l'occupant, c'est qu'il était purement et simplement antisémite. Et quelle que soit la puissance du personnage de Bardamu, de Voyage au bout de la nuit, je ne peux pas lire Céline. Donc je comprends très bien, c'est pas idéologique, c'est quasiment viscéral et atavique. Je comprends très bien ce que veut dire Jérôme Garcin dans ce qu'il dit sur la force de la résistance des écrivains. Allez. Je vais faire un pas de côté en citant deux livres pour montrer que cette période, et c'est aussi sur du gris clair, Uranus de Marcel Aimé. Et moi, Jérôme Garcin, il m'a prodigieusement ému aux larmes, alors que je suis pas quelqu'un de très sensible, avec son livre Olivier, sur son ticket de 2011, où il parle de son frère disparu quand il était enfant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un grand écrivain. Et de la maladie rare qu'il a, en plus. Oui, je n'ai pas lu le livre, donc je peux me prononcer. Eh bien, tant que nous parlons de livres, ce livre, Frédéric Dabi, parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube. Comment les imaginaires transforment la France, alors que vous avez coécrit avec Brice Sokol. On démarre de quoi? De quel constat, en fait? Déjà, le constat, c'est, moi, dans ma pratique professionnelle, un malaise que j'ai ressenti de plus en plus fortement entre des Français, plutôt une classe politique polarisée, tournant autour du clivage gauche-droite, notamment au moment du projet de loi sur l'immigration, et de plus en plus des Français qui se déconnectaient du clivage gauche-droite, qui se détachaient du clivage gauche-droite, ce qui était vrai il y a une quinzaine d'années, par exemple sur le service public,
À droite, on disait trop de fonctionnaires, il faut en supprimer 1 sur 2, ils ne travaillent pas. À gauche, c'était toujours plus de fonctionnaires. Au fur et à mesure, j'ai vu les avis changer, j'ai vu les avis se rapprocher, des services publics comme un bien commun. Même chose sur l'insécurité, c'était un gros mot à gauche quand Gérard Le Gall fait ses rapports dans les années 90 sur l'insécurité. Il est quand même très mal reçu au PS. Quand Ségolène parle Royal, d'ordre juste, qu'est-ce que c'est aller de droite, le drapeau français? On voit là aussi que les points de vue se rapprochent. Et là, ce travail, on l'a fait non pas à partir des sondages, on l'a fait à partir du qualitatif. Et le qualitatif, c'est ce que j'aime le plus. Les sondages, c'est une mesure, c'est des questions fermées. Le qualitatif, les Français s'expriment spontanément et on voit émerger des imaginaires. Et c'est vrai qu'il y a un imaginaire de commun chez les Français qui n'est pas pris en charge par le champ politique qui est plus que jamais fracturé. Emmanuel Macron est élu en 2017 sur le dépassement des clivages. Paradoxalement, le clivage de droite était encore très fort. Maintenant qu'il est, il faut le dire, très largement démonétisé, alors ce diable d'homme peut encore rebondir, on l'a vu à plusieurs reprises, mais c'est très envenimé. On a peut-être un momentum où les Français attendent quelqu'un qui va prendre en charge ces constats sur la sécurité, l'école, l'immigration, les services publics, qui montre que finalement, sur ces sujets, contrairement à ce qui est dit, on parle peut-être beaucoup plus la même langue qu'on le pense. C'est un peu la théorie du livre et qu'on développe avec toute une série de mots, parce que les mots comptent énormément. Moi, je suis très critique sur beaucoup de sondages, même que de sondages que fait l'IFOP, où on ne se pose pas la question comment un mot est appréhendé, reçu par les Français. Il y a une entrée sur le mot souveraineté, sur le mot transition, sur le mot vieillesse, sur le mot paysage. On voit qu'il y a des clivages, mais ils sont moins forts qu'on le dit, et y compris même les clivages territoriaux. C'est drôle, Frédéric, je ne doute pas du tout, et pour cause de la pertinence de votre livre, mais j'avais l'impression, par moments inverse en tant que citoyen, que sur certains sujets, on espérait, il se créait presque un consensus, mais que très vite, aujourd'hui, les notions de droite et de gauche reprenaient leur empire. Mais apparemment... c'est pas ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Regardez notre balise fiduciaire pour Sud Radio sur l'immigration d'il y a 15 jours. Voilà un sujet sur lequel les points de vue se sont rapprochés. Quand l'année dernière, au moment du projet de loi, on avait 3/4 des sympathisants de gauche qui étaient favorables à ce que des délinquants, à l'issue de leur peine, soient expulsés, et 60% de gens de droite qui disaient pourquoi pas régulariser au cas par cas des sans-papiers. Quel chemin a été fait depuis 10 ou 20 ans. Merci beaucoup. Merci. Pardon, Françoise, de ne pas vous faire réagir. Non, c'est pas grave. Je voulais dire du bien de lui, mais c'est pas grave. Voilà. Prochaine fois. Gardez-le pour Noël. 0826 300 300. On revient dans un instant pour la suite du tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours, c'est devenu une institution. C'est comme l'heure du café, du thé, du petit déjeuner, du déjeuner. It's tea time, comme disent les Anglais. C'est un peu tard pour le tea time. Non, parce qu'il est 17h30 à Londres. Là, c'est l'apéritif. J'ai envie de dire. Vous avez raison. Avec quelques rondelles de saucisson, un peu de pâté, quelques chips. Belle référence. Belle référence. Et la mise à lui à de finesse. Exactement. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Philippe Bilger, Françoise Degoff, Frédéric Dabi avec nous, le tour de table de l'actu de Françoise, par exemple, sur ces orages. Voilà, mais revenons quand même sur les inondations. L'Espagne, c'est quand même la chose qui nous heurte le plus, qui nous aussi provoque du chagrin, parce que les Espagnols sont nos vrais amis, enfin, sont nos amis européens. On a des images, on en parlait tout à l'heure avec Félix, c'est tellement fou les voitures qui s'empilent qu'on se demandait, Félix, si on n'avait pas l'impression que c'était quasiment de l'IA, si c'était pas des montages photos. C'est complètement délirant de voir ces bagnoles balayées comme des fétus de paille. Voilà, avec ce questionnement qu'on a, et on a des grandes discussions dans la rédaction, notamment avec Patrick Roger, sur cette question, mais qu'on ne peut pas trancher. Quelle est la part, bien sûr, humaine dans ces inondations, c'est-à-dire l'artificialisation excessive? Quand vous connaissez tous Valence, vous connaissez tous cette côte qui descend jusqu'à Cullera, le Cabo de la Nao, etc. Tout ça est très construit, tout ça est très artificialisé, et la part, bien sûr, du dérèglement climatique. Ce matin, j'écoutais, je lisais
lisez la retranscription de tous les scientifiques disent, voilà, effectivement, ces épisodes, on les connaît. Effectivement, il y a eu 57 morts ou 70 morts dans les années 50 à Valence au même endroit. Mais la réalité, c'est qu'on a une multiplication de cette goutte froide du phénomène, avec de plus en plus d'eau à cause du réchauffement climatique dans l'atmosphère, et donc des orages d'une violence extrême. Donc d'abord, une pensée pour les Espagnols. On a tous quelque part quelqu'un qui est espagnol dans la famille, ou en tout cas on a tous des amis espagnols. Et vraiment, cette idée, moi je fais de la politique là-dessus, c'est-à-dire cette idée que tout ce temps perdu par les gouvernants à ne pas trancher, à ne pas être encore plus puissants dans leur engagement, si vous voulez, contre le réchauffement climatique. J'ai écouté Michel Barnier l'autre jour qui nous disait il va falloir qu'on apprenne à vivre à 4 degrés. On ne peut pas vivre à plus 4 degrés. L'humanité ne peut pas vivre à plus 4 degrés. Sans parler, l'an dernier, vous avez Phoenix en Arizona qui réfléchit déjà à déménager. Une ville entière qui réfléchit déjà à la façon dont elle peut déménager et aller vivre ailleurs. Vous avez aujourd'hui, en Sicile, que je connais très bien, puisque vous savez que je vis entre la France et l'Italie, en Sicile, moi j'ai un copain dont le grand-père a été obligé d'arrêter l'exploitation du vin parce que la vigne est grillée. Et que vous avez le même type de vin maintenant qui pousse en Suède. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre? La mutation du climat qui est naturelle, qui fait partie du cycle, mais qui est accentuée et aggravée. Donc pour moi, c'est criminel. Les gouvernants devraient faire de cette cause la première cause principale. Je ne sais pas. Merci beaucoup Françoise. On va revenir justement sur ces inondations. On en parle avec un témoignage, Félix. Oui, avec les vraies voix Sud Radio. Vous savez que beaucoup d'habitants ou de visiteurs ont été surpris. Alors Amélie Béguin a pu joindre pour Sud Radio une Française qui se trouvait justement de passage à Valence. Hier, Myriam était venue pour voir son fils qui fait des études là-bas. Et donc elle n'a pas tout de suite cru en fait à l'immensité de ce qui arrivait lorsqu'elle a reçu cette étonnante alerte sur son téléphone. Il y a tous les téléphones en fait qui se mettent à sonner avec une alarme très stridente, genre les pompiers le premier mercredi du mois. Et puis votre écran qui vous donne le message, ça prend tout l'écran du téléphone qui vous dit que les déplacements sont interdits, qu'il faut aller se mettre à l'abri, qu'on reste chez soi, quoi, parce qu'il y a une tempête qui se prépare. Nous, on n'y a pas trop cru. On pensait que c'était une blague, parce qu'en fait, quand il y a tous les téléphones qui font ça, c'est un peu bizarre. Donc moi, j'ai pensé à un piratage. Si ça avait été quelque chose de véritable, pour moi, j'aurais pensé que les gens allaient paniquer. Et en fait, non, les gens disaient c'est l'alerte civile. Ils appellent ça comme ça. Les gens, ils paniquent pas, mais ils éteignent l'alarme. Ils mettent tout en œuvre pour rentrer chez eux et se mettre à l'abri. Chose que nous n'avons pas fait. Et ben voilà, elle l'avoue, elle n'y a pas cru, tout simplement. Myriam, elle nous raconte par contre, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Françoise, elle nous raconte qu'elle avait déjà remarqué, vu qu'elle connaît bien Valence, à quel point c'est une ville assez imperméable, entre guillemets. Comme il y pleut rarement d'habitude, c'est très minéral, très artificialisé, avec peu de caniveaux, ce qui a pu aggraver la situation. En tout cas, Myriam nous disait qu'elle l'avait déjà constaté, elle, pour venir souvent à Valence. Mais c'est dramatique, hein, c'est... La part humaine... Comment transformer ces villes aujourd'hui? Déjà, je pense qu'il faut désartificialiser. On connaît les moyens, on sait techniquement comment on fait. Et puis surtout, on doit engager un bras de fer. Mais là, je vais laisser les copains réagir. On doit engager un bras de fer politique. Il faut qu'il y ait une cohésion mondiale. On a réussi à le faire à la COP21. Après, c'est tombé dans les choux parce que Trump, etc. Et puis parce que, voilà, des gouvernements. Mais la Chine, sur laquelle on tape, la Chine joue le jeu. La Chine est partie dans un processus accéléré. Il faut une décision quasiment humaine, collective. Moi, je suis gangrené par cette pensée stupide que face à l'imprévisibilité terrible de la nature, on ne peut rien, quoi. Non, mais elle a un sens, elle a des causes. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est pire que le feu, quoi. L'eau, c'est terrible. Ce que dit Philippe, je le retrouve dans mes enquêtes par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. La prise de conscience sur le dérèglement climatique est maintenant massive. Les climato-sceptiques sont absolument marginaux. Mais il y a deux effets pervers qui limitent l'envie d'y croire et de s'engager. Il y a l'idée que c'est foutu, c'est inéluctable. Et puis ce que j'appelle l'effet, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Les Français nous disent, mais nous, la France, on fait tout ce qu'il faut faire. C'est plutôt, on parlait François, à la Chine, à la Russie.
L'Allemagne et ses centrales à charbon. Et c'est vrai que tout ça, l'Inde bien sûr, tout ça limite aussi l'envie d'avoir un projet cohérent et fédérateur, puisque effectivement, ce type d'épisode ne fait que se multiplier depuis même quelques semaines. Ouais. Merci beaucoup, merci Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Retour à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, où de nombreux parlementaires sont critiqués pour leur absentéisme, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut pénaliser les parlementaires qui ne votent pas suffisamment? Si oui, de quelle manière? Financière ou d'une autre manière? Et à cette question, faut-il imposer un nombre minimal de votes aux parlementaires? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous attend bien sûr au standard et en direct avec nous dans quelques instants. Bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Bercoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Frédéric Dabi. Et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ok les politiques, nous autres les Français, on veut bien se faire taper sur les doigts parce qu'on serait trop absent au travail. Mais vous les politiques, vous allez en faire des efforts? Il n'a voté qu'une seule fois, François. Et donc on a 2000 votes au cours de, par exemple, la semaine que va durer l'examen de la loi. La Macronie et les amis de M. Wauquiez, les députés républicains, sont en train de saboter le budget. Ils ne sont pas là. Nous ici on vote n'importe quand. Du coup ça fait des votes sur des amendements importants qui se passent au milieu de la nuit. Donc les gens ne comprennent pas, en plus ça n'a pas de sens, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Pour rappel, Hollande touche dans les 15 000 € par mois entre ses différentes retraites et son job de député. Et François Hollande, un député peu assidu depuis son élection à l'Assemblée nationale, l'ancien chef de l'État n'a voté qu'une seule fois en 3 mois et demi à l'Assemblée comme au Parlement européen. Les images de vote par des hémicycles quasi vides provoquent souvent des consternations. Alors parlons vrai, est-ce que l'absentéisme est un des carburants de l'antiparlementarisme? Est-ce que finalement la fin du cumul des mandats n'a pas apporté les résultats espérés en termes de présence? Et à cette question, faut-il imposer un nombre minimal de votes aux parlementaires? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et exceptionnellement, je vais commencer par Françoise, parce que vous avez râlé, vous, sur les réseaux sociaux. J'ai râlé beaucoup, pourtant François Hollande est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il s'occupe plus du combat parlementaire et du combat sur le budget. D'ailleurs, hier, peut-être qu'il nous a entendus parce qu'on a été assez nombreux à râler, il est intervenu, comme par miracle. C'est la première fois hier qu'il est intervenu pour parler... C'est l'effet vraie voix. C'est l'effet vrai, enfin, en tout cas, c'est l'effet... Action-réaction. Il dit mais qu'est-ce qu'il a encore emmerdé là de Gouin? Il n'y a pas que moi, on était assez nombreux à dire écoutez, c'est pas possible, c'est le primus inter pares, c'est quand même le premier d'entre nous et c'est donc à lui de donner l'exemple. Il a complètement déserté l'hémicycle. Je voudrais qu'il fasse ça plutôt que de s'occuper du Parti socialiste. J'aimerais bien qu'on ne pense pas à un moment donné que François Hollande, ses 5 ans d'Élysée n'ont été qu'une parenthèse sur son job préféré, premier secrétaire, qu'il foute la paix aux gens qui gèrent le Parti socialiste, qu'il laisse les choses se dérouler. Il y en a marre de ça. Je préférerais l'entendre parce que quand il intervient, il est extraordinairement intelligent. De là à être comme un mini tyran de Philippe David, dont on peut remercier chaque jour le ciel qu'il ne soit jamais aux commandes d'un pays, parce que lui, c'est tout de suite la schlag. On punit, on expulse, etc. Est-ce que on doit... on ferait deux. Oui. Mais d'abord, sur... Merci Philippe. 3. Je termine juste pour dire que sur ce que touche François Hollande, pardonnez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que raconte cette journaliste, mais on sait que c'est écrété à un moment donné. Tout ne se cumule pas. Vous ne pouvez pas cumuler. Il y a un maxi. Il y a un maxi. Mais c'est pas une question d'argent, c'est une question d'engagement. En fait. C'est une question de principe. Ok, il n'a pas voté. De là à sanctionner, je trouve ça c'est très compliqué. Comment vous allez séparer le bon grain de livret? Je ne sais pas comment vous allez faire. Mais par contre, François Hollande, si tu nous entends, s'il te plaît, ressaisis-toi. Eh ben, il est là. Il est là. Salut François. Voilà. Philippe Bilger. Non, mais je comprends qu'on puisse évidemment dénoncer l'absentéisme politique, même si Frédéric l'a un peu dit
tout à l'heure, ils ne travaillent pas que dans l'hémicycle. Il y a des choses qui se déroulent, qui montrent leur responsabilité. Mais je finis en rejoignant Françoise. On ne va pas faire de l'univers politique une immense école maternelle où on tapera sur les doigts ou sur les têtes. Non, il faut peut-être trouver un système qui fasse prendre conscience aux politiques de leur devoir, de leur responsabilité. Pour François Hollande, c'est fait pendant quelque temps. Pour les autres, il faut peut-être... les claquer. Oui, mais souvenez-vous, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait à l'Assemblée nationale des votes à 11h, à minuit, à 1h du matin. Il y avait 5 personnes dans à quoi ça sert en fait? Soyons clairs. Non, excusez-moi Cécile, ça, moi, pour avoir suivi dans mes jeunes années de journaliste, j'ai été, on m'a filé la clé du champ de tir, c'est-à-dire que j'ai été à l'Assemblée nationale pendant 3 ans. Et je m'y suis éclaté. Sous la 4e République. Non, mais je m'y suis éclaté parce que la réalité, je relève même pas tellement c'est bête. Je m'y suis complètement éclaté parce que la réalité, c'est que la mécanique parlementaire est passionnante à suivre, ainsi que le budget. Et beaucoup de choses se font quand même en commission. Ils sont très sérieux, les députés en commission. Vous voyez par exemple la commission des affaires sociales, etc. Elle est pleine, elle siège fort tard. Frédéric Dabi. Oui, moi je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un travail qui n'est pas vu, le travail en commission. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. La scène parlementaire est une scène peu visible des Français. Elle l'est plus que par le passé depuis 2022, depuis cette majorité relative, depuis ce moment très fort de la réforme des retraites. Mais ce n'est pas, comment dire, quelque chose de très visible. Maintenant, c'est vrai que la bordélisation qu'on a vue à l'Assemblée depuis 2022 par les députés LFI a, si je puis dire, aiguisé une mauvaise curiosité sur le mode. L'Assemblée, c'est ça. Je veux dire aussi, il n'y a pas qu'une Assemblée en France. Il y a le Sénat, où ça travaille énormément, tard, de manière régulière. Donc j'ai envie de défendre de ce point de vue-là les parlementaires. Mais vous avez raison, regardez. Mais ce qui est visible par les Français n'est pas très en adéquation, en tout cas, avec les attentes. Excusez-moi, l'autre jour, moi j'ai regardé, moi je suis passionné par ça, je suis mordu, j'ai regardé en direct, pas malheureusement sur les chaînes, mais j'ai regardé honnêtement à 3h du matin, il y a la moitié des parlementaires à 4h du matin qui sont là et qui siègent. Il faut pas, si vous voulez, il y a des moments effectivement où c'est creux et c'est clairsemé et c'est les bancs sont clairsemés, mais par exemple pour la fin de l'examen des recettes, je peux vous dire que c'était plein et les mecs en plus de ça ils tweetent pour bien montrer qu'ils y sont. Donc non. Mais je voudrais vous poser une question. On nous avait dit, les députés, on nous avait dit que ce qui pénalisait le présentéisme parlementaire, c'était notamment à l'époque où il y avait le cumul des mandats, qu'on était maire de grande ville, président de conseil départemental. On a supprimé le cumul des mandats et finalement ça n'a pas amélioré les choses, non? C'était pas pour ça qu'on l'a supprimé. En partie aussi. On l'a supprimé parce qu'il fallait faire respirer la démocratie, parce que le cumul des mandats, c'était impossible. Vous aviez des générations entières de mecs qui étaient sous la coupe d'un type qui pendant 40 ans était président du conseil général, maire, sénateur. Et voilà. J'entends ça, mais on voit l'opinion qui a fait bouger. Quand on pose la question, on l'a posée il n'y a pas très longtemps pour Union Centriste sur le retour au cumul des mandats. C'est un non de la part des Français, pas massif, mais un non à 60%. En 2012, c'était plutôt un non à 80%. Mais quand ponctuellement, dans une ville donnée, je pose une question aux habitants d'une ville qui dit « Votre maire, monsieur X, était par le passé député maire, est-ce que c'était une bonne chose pour votre ville ?» C'est un oui massif. Parce que c'est quand même l'imaginaire du maire qui va défendre la ville à l'échelle nationale, qui va faire avancer les projets, parce que les Français ont conscience de l'enchevêtrement des compétences. Et souvent, le maire j'ai envie de dire plutôt un porte-voix. Et cette fin du cumul des mandats a plus que jamais, je dirais, cimenté l'étanchéité entre sphère politique locale et nationale, et ça, ce n'est pas bon pour les démocraties. Là où je rejoins Françoise et Frédéric, là, c'est le fait que rien ne serait pire que de continuer à cultiver des reproches un petit peu absurdes sur la classe politique. Elle a beaucoup de défauts, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle ne travaille pas. Et derrière tout cela, derrière ce procès, il y a un peu un opprobre choquant, parce qu'il est injuste. Oui, c'est injuste.
Pardon, non, je rebondis sur ce que disait François. C'est quand même François Hollande, c'est quand même une tête de proue. C'est quand même quelqu'un qu'on regarde plus que les autres. Donc Bien à un sûr. moment donné, quand vous devenez député, vous montrez que vous n'avez pas une échéance prochaine. Aujourd'hui, vous êtes sur la députation, vous êtes là, vous êtes présent, vous votez. C'est une erreur de sa part. Moi, je pense que c'est une faute et il est en train de la corriger parce qu'il s'est rendu compte que. C'est bien dommage, Françoise. Non, mais vous avez montré du doigt et c'est un peu leur travail c'est aussi. non, mais je suis d'accord avec vous. Mais honnêtement, François Hollande est quelqu'un qui, de toute façon, bosse. De toute façon, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Non, mais l'image du président feignasse, etc., ça n'existe pas. D'abord, quand vous rentrez à l'Élysée, ça mais moi, n'existe c'est pas ce que je dis. Non, mais je sais bien. Mais il y a quelque chose. Il a oublié son objectif, c'est-à-dire qu'il est reparti dans sa gourmandise. C'est un peu comme les gâteaux au chocolat. François Hollande, le PS, c'est comme les gâteaux au chocolat pour lui. Il ne peut pas s'empêcher, se retenir, si vous voulez, d'avoir quelque chose à dire et à se mêler d'un congrès. Là, vous avez un congrès qui arrive où c'est comme François Hollande est comme devant une pâtisserie avec un rideau entier de gâteaux au chocolat. Non, mais c'était pas 2027. Évitez-nous cette torture à 18h48. Écoutez, je vous le dis parce que pour son anniversaire, on lui offre toujours un gâteau au chocolat, c'est son dessert préféré. Je vous dis ça, je dis rien. Donc, il a été dans sa gourmandise et je pense que c'est bien, et là vous avez raison, parce qu'il doit montrer l'exemple, c'est bien qu'il se ressaisisse parce que, effectivement, voilà, c'est tout le champ, comment dirais-je, démocratique qui n'est pas abîmé, mais on ricane un petit peu quand même. Il n'y aurait pas derrière ça, c'est pas son genre, une forme d'indifférence, voire de mépris pour ces gens qui ne le valent pas dans l'hémicycle. Pas du tout, parce que moi, tout ce qui me revient vraiment de la réunion de groupe socialiste, mais Frédéric a des échos aussi parce qu'il est très immergé, ce qui me revient de la réunion de groupe, c'est qu'au contraire, François Hollande est extrêmement présent. C'est-à-dire, il pose des questions, il questionne, il aiguille, il aiguillonne aussi. Non. Voilà, il y a quelque chose, il y a eu la promo de son livre. Après, on va pas faire des tonnes et des tonnes sur François Hollande. François Hollande est persuadé qu'il pourra être candidat en 2027 et que ce sera lui le meilleur pour la gauche. Et nous sommes assez nombreux à penser que c'est pas possible, tout simplement. Voilà. C'est les candidatures qui nous le diront, hein, parce que là, pour l'instant, s'il n'y a que lui, ce que je veux dire, que c'est pas possible, que ce serait vraiment une très mauvaise solution pour nous. Vous avez fait un sondage, c'est pour François Hollande candidat en 2027 Il a été testé dans une enquête fiduciale pour le FIGMAG et Sud Radio et il était quasiment au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon dans l'hypothèse où on avait une offre Mélenchon-Hollande. François Hollande, dans le baromètre Match et Sud Radio, il est à 9, c'est ça, il est quand même, c'est l'homme politique français le plus populaire à gauche, auprès des sympathisants de gauche. Et là, il peut remonter ? Personne ne peut le dire, mais en tout cas, il a cette popularité. Mais une popularité, c'est pourquoi faire ? Maintenant, si je dézoome sur notre sujet, le drame pour les Français, c'est pas l'absentéisme, c'est plutôt l'absence de résultats. C'est-à-dire que le politique à l'échelle nationale, comme je vous le disais par rapport à mon livre, ne change plus la vie. Mais le problème, c'est que pour les Français, il y a peut-être un lien, l'absentéisme et l'absence de résultats. Donc, moi, ça commence peut-être par ça. Mon sentiment, quand même, c'est qu'il faut toujours inlassablement défendre. Vous savez, ce pays que j'aime tant, c'est l'Italie. Renzi s'est amusé, il pensait qu'il allait regagner le pouvoir avec son référendum extrêmement populiste. Et les questions, vous vous souvenez, portées sur justement l'absentéisme des députés, est-ce qu'il faut réduire leurs primes, est-ce qu'il faut réduire leur pouvoir, etc. Il était persuadé qu'il allait le gagner, ce référendum. Eh bien, ce référendum-là, les Italiens, comme les Français étant souvent plus intelligents que les gens qui les dirigent, eh bien, il a sèchement été battu, il a quitté le pouvoir sur un référendum de questions populistes. Et Cameron a fait la même chose, il a voulu s'amuser avec le Brexit, opinion populiste, il a été obligé. Le Brexit, c'est un des référendums. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il a voulu faire un référendum avec des arguments qui sont extrêmement populistes. Et d'ailleurs, les Anglais regrettent aujourd'hui d'avoir voté pour le Brexit. Je veux dire par là que les hommes politiques ne s'amusent pas à utiliser ce genre d'arguments qui, à un moment donné, se retournent contre eux. Renzi, Cameron, c'est vraiment deux exemples criants dans les dernières années. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Frédéric Dabi. Et je vous rappelle ce livre, Parlons-nous tous la même langue, aux éditions de l'Aube, Comment les imaginaires transforment la France. C'est un livre qui est coécrit avec Brice Sokol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, un sujet important puisqu'on va parler de la pêche et la pêche au thon rouge, la souveraineté nationale. Et puis vous avez vu cette enquête, bien entendu, de Bloom, de cette ONG qui nous dit que le mercure sont dans toutes les boîtes de conserve de thon. On va en parler dans quelques instants avec Philippe David et nos invités. Soyez les bienvenus. On revient dans un instant.